Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Ravi, vous le savez, de vous retrouver, comme chaque vendredi à 23 h, ici, sur Télésud, dans ce joli plateau, entouré de débatteurs redoutables. Et dans Ça fait débat, eh bien, vous le savez, comme chaque vendredi, comme son nom l'indique, une émission d'actualité, de décryptage, d'analyse et peut-être certainement de polémique. Allons-nous polémiquer aujourd'hui dans Ça fait débat? Allez, au sommaire de cette émission, c'est parti. L'actu qui a secoué la semaine, qui a marqué la semaine, la guerre au Mali, le bilan s'alourdit pour la France. Les jeunes se seraient-ils radicalisés? La menace djihadiste pèse toujours sur la région de Gao. Et on en parlera enfin, ces jeunes djihadistes du sud algérien. Les soldats tchadiens ont-ils tué Abou Zaïd et Mokhtar Belmokhtar? Guerre de communication entre la France et le Tchad, guerre psychologique. Les soldats tchadiens ont-ils vraiment tué Abou Zaïd et Mokhtar Belmokhtar? On en parle dans Ça fait débat. Manifestation en Guinée, violence, pillage. La jeunesse ne veut plus d'une dictature. C'est la question qu'on pose dans Ça fait débat. Qui pour sauver la Guinée? Et enfin, dernier sujet, avant-dernier sujet, le sujet qui a secoué la semaine, je veux faire référence au bijou Mango, le style esclave. Est-ce que ça fait débat? On en parle. Est-ce que ça fait polémique? Et la Journée internationale de la femme ici, bien sûr, ça fait débat. On parlera et on fera un petit état des lieux de cette Journée internationale de la femme, y compris au Maghreb, en Afrique, ici même sur Télésud dans Ça fait débat. Et notre invité, Mohamed Ali Hadraoui, qui est politologue, sociologue, spécialiste de l'islam. Son ouvrage « Salafisme, du Golfe aux banlieues », on le reçoit en deuxième partie de cette émission. On fera un petit tour d'horizon avec lui sur le salafisme et puis plus précisément, on parlera d'Ennahda, du Mali et du printemps arabe et du salafisme dans les quartiers populaires. C'est en deuxième partie de cette émission. Ça fait débat. Vous êtes prêts, messieurs? Prêt. Bienvenue, Ça fait débat. C'est maintenant et en toute liberté d'expression. Allez, pour débriefer l'actualité de cette semaine, messieurs Louis Quemayou, bonsoir. Bonsoir. Le fidèle, au poste, comment ça va? Très bien. Depuis la semaine dernière, tout va bien. Ça va. Journaliste, directeur de l'information à la rédaction de Télésud. Héros Sana, un tout nouveau parmi nous, un débatteur redoutable aussi, acteur politique. Acteur politique, toujours, parce qu'on est citoyen et on agit, mais aussi journaliste. Je co-dirige un journal qui s'appelle bastamag.net, 300 000 lecteurs, merci. Cher confrère. Merci, cher confrère. C'est quoi, c'est plutôt du journalisme citoyen? C'est quoi? Non. Il a juste un défaut, il supporte Marseille. C'est vrai. C'est un défaut qui fait une grosse qualité, parce que autour du plateau que des gens qui supportent le PSG. Que des gens qui soutiennent le Qatar. Tu es en minorité ce soir. Comme financeur du football français. Et pourquoi pas? Et de Nike. La preuve, ça fonctionne. Exactement. La preuve, et ça fonctionne. Héros Sana. Et ça marche. Marseille qui est un peu à la traîne. Allez hop, un petit pic. Jean-Claude Chikaya qui est à ses côtés. Jean-Claude Chikaya, ancien maire adjoint de Bagneux, n'est-ce pas? Et puis surtout porte-parole de Devoir de mémoire. Exactement. Absolument. Messieurs, sans tarder, nous allons démarrer ce premier sujet, cette première émission, avec l'actualité qui a marqué la semaine. Je veux faire référence à la guerre au Mali, le bilan qui s'alourdit puisque la France perd un 4e soldat. Le bilan qui s'alourdit pour la France. Nous allons traiter une série de sujets autour de cette guerre au Mali, notamment, je vous propose tout de suite de découvrir un sujet qui est proposé par la rédaction de Télésud. Regardez cela. Rassurer les parents des otages, exercice délicat mais indispensable pour le gouvernement français qui, ces derniers jours, a semblé changer de stratégie dans sa communication sur la guerre au Mali. Face aux familles d'otages qui ont exhorté la France à négocier avec les ravisseurs, Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, tente l'apaisement. Ce que je peux vous dire, c'est que nous utilisons tous les moyens pour les libérer. Mais je n'en dirai pas plus. Il n'en dira pas plus, le ministre français de la Défense, mais il assure que tout laisse à penser que les otages sont encore en vie. Pas question non plus de confirmer la mort des 2 principaux chefs djihadistes au Mali, Abou Zaïd et Mokhtar Belmokhtar. Pour notre part, tant que nous n'avons pas les preuves, et pour l'un et pour l'autre, nous considérons que nous n'avons pas les éléments pour dire l'un ou l'autre, que ce soit Abou Zaïd ou Belmokhtar sont morts. Je ne peux pas le dire à cet instant. Seule certitude, le passeport de l'otage français Michel Germano, enlevé en avril 2010 par Al-Qaïda au Maghreb islamique et exécuté en captivité, a été retrouvé par des soldats tchadiens au Nord Mali. Des soldats tchadiens qui continuent de mener avec l'armée française la traque des islamistes dans le massif des Iforas. Ce mardi, le président François Hollande a réuni à l'Élysée un conseil restreint de défense pour faire le point sur la situation au Mali. La France propose d'envoyer au Mali des conseillers pour protéger les droits des femmes dans le cadre de l'opération de maintien de la paix que l'ONU souhaite déployer. Ces conseillers pourraient aider les femmes victimes de violences sexuelles à dénoncer ces exactions.
Messieurs, c'est la journée internationale de la femme et aucune femme autour du plateau. Hein, en même temps, j'ai pas fait exprès. C'est une autre façon de leur rendre hommage. Hein. C'est exactement. Mais c'était notre façon à nous de leur rendre hommage. On n'est jamais mieux servi que par les autres. Exactement. Bien joué, bien joué, bravo. Alors, je voudrais simplement souligner à tous les spectateurs et puis à nous-mêmes le Paris qui confirme la mort d'une quinzaine de terroristes, sachez-le. Nigeria aussi, 20 islamistes tués. J'imagine que tu as suivi l'actualité. Il y a une visite prévue de Laurent Fabius au Cameroun et au Nigeria par rapport à la prise d'otages au nord du Cameroun. Absolument. Et rappelons aussi le ministre de la Défense, Le Drian, qui était il y a quelques jours au Mali. Au nord du Mali. Oui. Absolument. Qui a été rendre visite et leur rendre aussi hommage aux 4000 soldats français mobilisés dans cette guerre. Le Mali aussi, alors ma première question, messieurs, s'il vous plaît, la menace djihadiste pèse toujours sur la région de Gao. Ma première question, est-ce que la France, justement, est-elle si mal en point, messieurs, autour de ce plateau dans Ça fait débat? Est-ce qu'elle a du mal, est-ce qu'elle a encore cette capacité à combattre? Qui veut prendre la parole? Eros Sana. C'est une question à laquelle la réponse est simple. Pour la France, pour l'instant, ce qui se passe au Mali, c'est une victoire. Elle a remporté des victoires tactiques, opérationnelles et des victoires politiques. Les victoires tactiques sont simples. Elle a gagné la plupart du nord du Mali très vite. Elle a repris Konna, puis Djabali, sans combat au sol. Puis elle a repris Gao, qu'elle a laissé entre les mains des Maliens, des Burkinabés, un peu des Tchadiens. Pareil pour Tombouctou. Et donc les victoires tactiques sont là. Les victoires politiques sont presque là. Tu veux dire quoi? Y compris les différentes villes dont Gao est libérée? Les victoires politiques sont presque là. Et tout est dans mon presque. Parce qu'on n'éradique pas, on ne détruit pas, comme a utilisé le terme François Hollande, des terroristes comme ça. D'ailleurs, on pourrait avoir un grand débat sur comment est-ce qu'on combat vraiment le terrorisme. Une partie des gens qui étaient à Gao, ceux qu'on appelle les djihadistes, mais il faut se poser la question, est-ce que c'est le bon terme, d'ailleurs, pour les qualifier? Très juste, oui. Parce que c'est un peu réducteur, se sont dispersés dans les zones, se sont cachés dans les zones, et font désormais ce qu'on appelle une manière de combattre asymétrique, où ils utilisent soit des attaques très ciblées, soit des attentats kamikazes. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que la France n'est pas en moyen de combattre, c'est que ce modèle de conflit est un modèle de conflit qui n'est pas conventionnel, où c'est pas une armée qui en écrase une autre et qui tout d'un coup reconquiert un territoire. En même temps, le bilan s'alourdit, Eros Sana. Le bilan s'alourdit, mais il faut que les gens aient une proportion. Le Mali, c'est 2,5 fois, voire 3 fois la France. C'est un pays immense. La France aurait pu s'enliser. Je ne défends pas la France, mais dans ces conditions actuelles, n'avoir que 4 soldats tués, c'est pour la France vraiment un résultat qui, pour l'instant, est plus que positif. C'est dur ce qu'il dit. Vous êtes d'accord avec ça? Je reviens du Mali. Il risque de se faire des amis. Je reviens du Mali. Oui. Les choses auraient pu être largement pires que ce qu'elles sont. Non, mais la nuance que j'apporte à l'analyse, tout à fait juste, hein, qui est faite, c'est que le plus dur est à venir. C'est-à-dire que le plus dur n'était pas de gagner la bataille dans les airs. En Irak, par exemple, on combattait une armée. On a combattu, on l'a dégagé très rapidement, parce que c'était une armée contre d'autres armées. Ici, on est dans le cas d'une guerre où tout a été annoncé à l'avance. L'arrivée, ce qu'on était en train de faire sur le terrain, même s'il n'y avait pas d'image, la date de départ, même si elle est repoussée aujourd'hui, au moins on donnait une date. Et le plus difficile sera justement de tenir dans cette cadence-là. Quand on parle de 4 morts, je veux bien croire qu'il n'y a que 4 morts. Mais la vérité est qu'on comptabilise. Qu'est-ce qu'on comptabilise? La Légion étrangère ou bien l'armée régulière qui y va, les agents spéciaux qui y vont? C'est difficile à dire. Et je ne voudrais pas chercher le détail qui tue, mais le fait est que dans cette guerre-là, on ne peut pas avoir eu que 4 morts côté armée française. Le deuxième détail, et je crois que c'est tout aussi important, c'est le respect des partenaires. La France n'est pas dans le respect des partenaires. Quand on voit cette polémique qui a été créée, nous allons en parler, sur le fait qu'on ait tué ou pas Abou Zaïd et Mokhtar Ben Mokhtar. Ce sera le deuxième sujet, effectivement, juste après celui du Mali. C'est dommage qu'on en soit à cette querelle de chiffonniers. Les Tchadiens n'y étaient pas, c'est l'armée française qui y était. C'est nous qui l'avons tué, on ne sait même pas s'il est mort. On en parle tout à l'heure, effectivement. Il y a, je crois, pour ma part, un immense manque de respect des partenaires de la part de l'armée française. Vous pensez, vraiment? Oui. Parce que toute la lumière a été focalisée sur l'intervention française au nord du Mali. Il y a d'autres pays qui sont présents. Et si vous voulez les encourager à venir et à combattre à vos côtés, laissez-leur au moins récolter les lauriers des combats qu'ils ont effectivement gagnés. Jean-Claude Chikaye, vous partagez le point de vue d'Eros, de celui de Louis. Est-ce que vous pensez la même chose?
Oui, ce que je voudrais rajouter, je pense que le gouvernement français voit plus les jours avançant, le conflit aussi, qui touche à la complexité du terrain sur lequel ils sont. D'autres conflits qui viennent se mêler, une situation sociale économique liée aux frontières, liée à la jeunesse des pays en question par rapport à leur situation sociale et économique. Et c'est vrai, comme vient de le dire lui, une guerre où on annonce le départ, l'arrivée, la façon d'opérer et autres, alors qu'on voit bien qu'on a eu donc des informations qui ont été dites au compte-gouttes, ou ça serait comme une guerre propre qui n'existe pas. Donc là, la France se retire, mais la guerre, par contre, occupe le terrain. Et puis il y a un autre aspect que je n'ai pas relevé tout à l'heure, mais j'ai entendu parler de droits de l'homme une fois. L'armée malienne a même rappelé quelques-uns des éléments qu'elle avait envoyés au front, sous prétexte que ces éléments-là ont commis des exactions pendant la guerre. Je veux bien qu'on fasse la guerre avec beaucoup de respect pour les adversaires, mais il ne faut pas charrier non plus. Quand on fait la guerre, c'est la guerre. Après la guerre, on verra, oui, est-ce qu'il y a eu des malentendus, ou est-ce qu'il y a eu irrespect des droits de l'homme, mais on est en train de faire la guerre en se tirant une balle dans le pied, à la manière dont c'est mené. Parce que l'armée française elle-même a accrédité cette thèse. Alors, je voudrais bien que ce soit mauvais de tuer des gens pendant la guerre, mais... Alors, messieurs, la question. Rapidement, Héros, parce qu'on a très peu de temps dans ce premier chapitre. C'est essentiel. Rapidement. Il ne faut pas oublier que si on ne parle que de 4 morts au niveau français, il faut rendre hommage aux Africains qui sont morts. Absolument. Il y a 26 Tchadiens qui sont morts, et qui sont morts en étant au front les premiers. Alors comment on l'explique, c'est vrai, on en parle 26 très peu, Tchadiens pas qui du sont tout morts. même d'ailleurs. Je rappelle que déjà c'est 15 soldats maliens qui sont morts depuis le début de l'opération Serval, parce que avant ça, la prise du Nord par ces rebelles, qualifions-nous comme ça, a entraîné plus de 300 soldats maliens qui sont morts. C'est à l'origine du coup d'État. C'est l'une des parties, des causes du coup d'État qui a eu lieu et qui a renversé le président Amani Touré. Donc il ne faut pas oublier que, alors qu'ici on se fait les gorges chaudes à raison de la mort de 4 soldats français, c'est toujours un mort de trop, n'oublions pas que le même sang coule dans les veines des soldats français comme des soldats africains, et qu'il ne faudrait pas oublier que les Tchadiens, les Maliens, donnent autant leur sang pour que ce territoire soit libéré. Et après, je rejoins tout à fait ce que lui dit. La partie la plus difficile, c'est maintenant. On rentre dans une zone qui est complexe, très complexe. Vous allez comprendre pourquoi. Parlons-en. Le porte-parole du Comité national de défense des droits des chômeurs algériens, Tahar Belabès, est formel. Il dit des jeunes du sud algérien sont récemment partis combattre au Mali. La raison, la colère, le chômage et la détresse les auraient poussés au djihad. Tahar Belabès, le porte-parole du Comité national de défense des droits des chômeurs, il est clair et convaincu dans ce qu'il dit, messieurs. Il dit que ces jeunes Algériens partiraient combattre au nord du Mali. Ils sont déterminés. Ma question... Non, attendez. Je sais, je vous vois bondir là déjà. Ma question est très simple. C'est, la menace djihadiste pèse-t-elle toujours sur la région de Gao? Et ces jeunes djihadistes, d'ailleurs, du sud algérien, est-ce qu'on peut s'attendre à des attentats de révolte, messieurs? Jean-Claude Chikaya. Ce à quoi je faisais référence tout à l'heure, c'est la complexité maintenant du conflit qui vient toucher donc, notamment donc, la diplomatie française, mais pas seulement. C'est pour ça qu'une information sur la guerre, c'est tout de suite donc, les affaires étrangères, la diplomatie, une question géopolitique et autres. Et on voit bien que la question géopolitique et notamment sociale et économique touche justement les jeunes qui disent se révolter contre la Ogra, c'est-à-dire l'oppression. L'oppression. Donc, semble-t-il, certaines informations viendraient confirmer ce que vient de dire donc, ce monsieur, comme quoi certains viendraient donc agrandir les troupes. Maintenant, l'information reste à vérifier. Voilà, on voit bien que ce conflit malien vient toucher d'autres conflits qui sont en germe, pas seulement des conflits socio-économiques, mais aussi on parle du Polisario et d'autres conflits. Donc est-ce que la France veut partir pour justement ne pas être submergée par la réalité complexe du terrain? Mais est-ce que ces jeunes qui s'engagent dans le djihadisme, est-ce que Aujourd'hui, on considère que l'Obamania est un succès. C'est-à-dire qu'arriver à élire un président noir aux États-Unis est un succès. Je fais juste un parallèle avec cela. Mais ces jeunes-là, Louis, pardonne-moi, ces jeunes-là, ils veulent s'attaquer à des symboles économiques? Non, c'est-à-dire que quand on se bat pour gagner, on a besoin d'alliés. On ne s'allie pas avec son bourreau, on s'allie avec les autres. Tous ceux qui sont contre son bourreau, les ennemis de mes amis sont mes amis. Et ça, je faisais le parallèle avec les États-Unis parce que quand vous prenez par exemple le combat pour les droits civiques aux États-Unis, les Black Panthers,
quand ils adhéraient à l'islam, ils n'y adhéraient pas parce qu'ils avaient un problème avec le christianisme ou pour d'autres raisons. Ils y adhéraient parce que c'était la seule manière pour eux d'avoir un écho à l'international du combat qu'ils menaient. Ça a relativement bien marché, puisqu'après, ils ont obtenu gain de cause. Aujourd'hui, quand on le met à l'échelle de la crise au Mali, on n'est pas très loin de dire que c'est à peu près le même scénario qui se déroule. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pendant plusieurs années, les fameux programmes d'ajustement structurel, la récession dans laquelle l'Europe se trouve aujourd'hui sur le plan économique, a été ce que les économies africaines ont vécu pendant plus d'une trentaine d'années. On leur a appliqué un remède de cheval qui n'a guéri personne. Il les a tués. Il a tué toutes les économies africaines. Louis. Les jeunes n'ont pas d'emploi, pas parce qu'il n'y a pas d'emploi, mais parce qu'on a expliqué au pays qu'il fallait plus recruter. On achète les produits vendus par les pays africains. Ils ne fixent pas eux-mêmes les prix. C'est-à-dire c'est comme si vous veniez... On continue, pardon Louis, on pourrait en parler, mais on est légèrement en retard, on continue à en parler. Je vous propose de découvrir d'abord une image quasiment exclusive proposée par nos confrères, notre chaîne de France 24. On passe à ce second sujet dans Ça fait débat. Les soldats tchadiens ont-ils tué, oui ou non, messieurs, Abou Zaïd et Mokhtar Ben Mokhtar? Guerre de communication, on en parle en regardant attentivement, regardez bien ces images qui ont été récupérées de façon exclusive par nos confrères de France 24. Une photo sur un téléphone portable, la preuve selon les troupes tchadiennes que Mokhtar Ben Mokhtar est bien mort. L'image a été montrée par des soldats aux correspondants au Tchad de France 24 et RFI, alors qu'ils visitaient une base militaire avancée tchadienne dans le massif des Iforas. De retour du front, les soldats affirment que le chef islamiste algérien est mort et disent l'avoir tué. France 24 est dans l'impossibilité de confirmer l'identité de l'homme sur la photo. Messieurs, guerre de communication entre la France et le Tchad? Oui, parce qu'il y a plusieurs enjeux. Là, oui. Pour le coup, le premier enjeu, c'est déjà la paternité. Qui a tué, qui n'a pas tué. Mais n'oublions quand même pas qu'ils ont saisi beaucoup de matériel à la fois de guerre et surtout informatique. Et c'est très important aujourd'hui. Ils sont très bavards, ces éléments-là, que ce soit les ordinateurs ou les téléphones. Vous y trouvez aujourd'hui tellement d'éléments qu'on n'a pas forcément besoin de savoir. Mais pourquoi on a d'un côté alors la France qui, elle, dément, de l'autre côté, on a le Tchad qui dit... Elle dément pas. Elle dément pas, elle dit « je ne peux pas me prononcer ». Le Drian, d'ailleurs, a été très clair il y a quelques jours. Il a fait une déclaration chez nos confrères de radio et dit « nous ne pouvons pas confirmer ». Il a dit ça. Nous ne pouvons pas confirmer la mort ou non. Absolument, exactement. On peut comprendre la position de l'armée tchadienne, donc du gouvernement tchadien. Les armées africaines et notamment tchadiennes, sur le plan médiatique et politique, en Europe et ailleurs, ont été présentées comme des armées subalternes. Donc la paternité... vous pensez oui, clairement. À chaque fois qu'on parle des armées africaines, et derrière, entre les lignes, il y a l'irresponsabilité, il y a des armées sous-équipées, des exactions. Alors que si on fait une histoire de l'histoire des armées africaines, notamment liées à l'histoire post-coloniale, on comprend assez pourquoi certains pays sont sous-armés pour certaines réalités sociales, économiques et politiques. Donc, l'armée tchadienne et le gouvernement tchadien montrent aussi les muscles pour dire attention, là, c'est bien nous qui l'avons fait. Et la France, pour des raisons aussi géopolitiques et politiques, ne veut ni aller dans un sens ni dans l'autre, parce qu'il manquerait des preuves. Donc, nous, je ne sais pas si on peut ici confirmer la mort d'Abou Zaïd, mais en tout cas, c'est une guerre plus que politique, géopolitique, mais aussi en termes de respectabilité. Vous pensez vraiment que le Tchad, quand il confirme, il dit clairement la mort d'Abou Zaïd? Avant de répondre, il est toujours bon de rappeler des éléments historiques. L'armée tchadienne est l'une des armées les plus aguerries d'Afrique. Malheureusement, le Tchad vit presque 40 ans de guerre civile ou 40 ans de guerre régionale. La bande à Ouzou a été occupée notamment par les armées libyennes, composées en partie de leaders du MNLA qui sont aujourd'hui en train de combattre dans cette zone. L'armée tchadienne est celle qui a les capacités, l'expérience et l'expertise à même de savoir comment combattre dans une zone comme celle-ci, j'ai envie de dire, mieux que l'armée française. Parce que dans les questions militaires, le high-tech... D'ailleurs, dans les zones touristiques là-bas, le high-tech, les drones... Les mieux protégés au Tchad. Le high-tech, les drones et le GPS ne font par pas... l'armée tchadienne. Oui, tout à fait. Je reviens. Le high-tech, les drones, le GPS, les chars ne font pas le low-tech, l'expérience humaine des soldats tchadiens qui ont ouvert tout seuls un front et qui, je répète, l'ont payé très cher. Pour revenir à Abou Zaïd, moi, de ce que je sais, la question est importante. Parce que la France, comme le dit Jean-Claude, ne dément ni n'accepte. Parce que, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui? Soit
Hollande qui a en même temps, pardonne-moi Eros, quand t'as Le Drian, le ministre de la Défense, qui te dit « je ne peux pas confirmer », ça veut clairement dire... Hollande qui a revêti ses habits de commandant en chef voudrait bien apporter la tête de ces leaders terroristes sur la table. De l'autre côté, n'oublions pas que si aujourd'hui la France dit que c'est elle qui les a tués, demain, un autre leader djihadiste pourra dire « je vais venger Mokhtar Ben Mokhtar ou Abu Zaid en commettant tel ou tel attentat ». Et donc, et pour terminer, lorsque Idriss Déby... Mokhtar Ben Mokhtar qui est un peu en quelque sorte le caméléon du Sahara. Mokhtar Ben Mokhtar qui, et j'espère qu'on aura le temps, qui montre la complexité de la situation, cette crise, qui n'est pas une guerre simplement malienne. Ouais. Nous vivons là un conflit d'intérêts géopolitiques très profond entre la Mauritanie d'un côté, la Libye de l'autre, l'Algérie surtout, qui a joué un rôle très trouble dans cette histoire, le Mali et la France. Et dans ce cadre-là, n'oublions pas que... Pas très loin le Soudan. Et le Soudan, et n'oublions pas que dans ce cadre-là, quand Idriss Déby envoie son fils, parce que le fils d'Idriss Déby est avec les soldats tchadiens, et je ne suis pas du tout supporter d'Idriss Déby, loin de là, je peux vous rassurer, il se joue là aussi la place du Tchad dans une alliance et dans le respect par rapport à l'Algérie et au Soudan. Donc ce qui se joue là est quelque chose de très important qui dépasse simplement de savoir est-ce que oui ou non il est mort. Mais d'un autre côté, en même temps, un membre d'AQMI confirme la mort d'Abu Zaid et dément en même temps celle de Bel Mokhtar. Non mais ce qu'il faut dire pour qu'on comprenne très bien à qui on a affaire, c'est que ce sont deux frères ennemis. Hein. Ils sont tous les deux algériens et ils sont en rivalité très ils n'appartiennent pas au même groupe. C'est pas le même groupe. C'est pas le même groupe. C'est pas le même groupe. Ils sont complètement en désaccord. Donc c'est normal que l'adversaire confirme la mort de l'autre parce que c'est toujours bien de dire qu'on se protège ou qu'on agit mieux que les autres. Mais ce que je voudrais dire à nos téléspectateurs, il faut qu'ils se disent, l'important c'est pas le chef. Ce qu'on démontre, c'est que lorsque vous avez une organisation qui est protéiforme, différente, vous pouvez couper une tête, demain un autre leader se lèvera. La question fondamentale, on l'a évoqué lors du sujet précédent, c'est qu'est-ce qui cause aujourd'hui cette crise ? Vous avez évoqué juste avant ces jeunes qui quitteraient le sud de l'Algérie pour aller combattre dans le djihad. Je suis l'un de ceux qui disent que ce n'est pas aussi vrai qu'on ne le croit. Il y a un certain courant, j'ai envie de dire, irrédentiste, salafiste, ou plutôt wahhabiste. On l'évoquera sûrement dans la seconde partie de l'émission. Tout à l'heure, en deuxième partie de l'émission, avec Mohamed Ali Mais ce qui se joue là, c'est une zone noire, sombre, où se lier des trafics de drogue. Je rappelle qu'il y a des millions de dollars qui se jouent, non pas avec le Mali, mais directement avec la Colombie et le Venezuela. Trafic humain, ce qui se joue avec les otages, et on en parlera peut-être après, c'est est-ce qu'aujourd'hui on va permettre à des gens de continuer à se faire des millions de dollars en échange de rançons d'otages 170 millions ont déjà été versés. Après la guerre de communication entre la France et le Tchad, peut-on parler de guerre psychologique ? Et économique. Quelque part, c'est ce que l'armée française a laissé entendre. Moi, je crois, en disant que, en communiquant sur la mort des deux leaders, ils veulent les faire sortir du trou et savoir exactement où ils se trouvent. Mais vous n'avez pas affaire à des enfants de cœur quand même. Et en plus, vous donnez la stratégie. Pendant que vous la faites, si c'est pas maladroit, je ne sais pas ce que c'est. Depuis Clausewitz, toute guerre est une guerre psychologique. Et donc, on ne gagne pas seulement sur le terrain, on gagne dans les esprits. Et ce qui se joue là, c'est justement une guerre avec un champ d'action. Une guerre sans images, qui se fait partout. On en a parlé ici dans Ça fait débat. Sans vidéo, sans images. Je suis allé à Kona, je suis allé à Djabali, je suis allé à Douanza. Je peux vous dire que avoir accès aux zones de guerre est extrêmement compliqué. J'ai plus facilement travaillé avec l'armée malienne qu'avec l'armée française. Pour vous le dire, par exemple. Ce qui est paradoxal, c'est-à-dire que nous envoyons, nous, Français, dans une démocratie, nos soldats mourir dans une opération dont le contour reste à définir, mais l'accès aux zones de combat n'a jamais été autant contrôlé. Pour vous dire, il y avait plus d'images durant la guerre d'Algérie ou la guerre du Vietnam ou en Indochine qu'il y a aujourd'hui des combats. Et ça, il faut que tous ces citoyens français se posent la question. Aux deux guerres d'Irak, même par rapport aux 2 heures d'Irak. Mais s'il y a juste 2 secondes. Retard, Louis, quelques secondes, vraiment, on n'a pas le temps. On nous parlait de dignité des otages la dernière fois. Là, quand je regardais l'image avec Ben Mokhtar qui aurait été assassiné, on n'a pas flouté non plus. Exact. C'est juste pour parler de dignité. Rien effectivement, on a parlé, c'était le sujet de la semaine dernière. Allez, on passe à ce troisième sujet, messieurs, dans Ça fait débat. Troisième sujet qui a marqué la semaine. Je fais référence aux manifestations, aux différentes manifestations, à ces violences aussi, jeunes, forces de l'ordre, politiques. Je vous propose de regarder ce sujet qui est proposé par l'agence de presse Afrique TV. Regardez cela. Après plusieurs reports, l'opposition guinéenne est parvenue à mettre en exécution sa menace de manifestation à Conakry. Des slogans hostiles au président Alpha Condé et au président de la Commission électorale nationale indépendante sont scandés. La foule de protestants a investi l'esplanade du Palais du Peuple, la grande place de la capitale. Un signal fort envoyé au gouvernement en place.
le peuple de Guinée a démontré que c'est l'opposition qui est majoritaire en Guinée et le pouvoir est nettement minoritaire. C'est l'opposition qui est majoritaire. C'est pour cela que nous avons fait une démonstration de force pour démontrer encore une fois que le peuple exige la tenue d'élections transparentes en disant non à Weimar, non à Sabari Technologie, oui à un nouvel opérateur, oui au vote des Guinéens vivant à l'étranger. L'opposition guinéenne exige le choix d'un opérateur de saisie électorale plus crédible à ses yeux que le prestataire actuel, Waymark d'Afrique du Sud. Aussi, il conditionne la tenue des élections par la participation des Guinéens de l'étranger. Il y aura probablement demain une ville morte, la semaine prochaine une autre marche, ensuite une autre ville morte, etc. Et la prochaine fois qu'on sera là, nous demanderons au peuple de Guinée, comme ce fut le cas en Égypte, de rester jusqu'à ce que le changement commence. À Conakry, la marche a été émaillée d'incidents qualifiés de mineurs par les autorités. 7 blessés, dont 4 provoqués par des jets de pierre. Khalifa Diaby, ministre des Droits de l'Homme, travaille afin de garantir le respect de la différence en Guinée. Globalement, ça va. Il y a eu des moments un peu difficiles, mais nous sommes là pour ça, pour faire en sorte que ce pays avance, et qu'il avance dans la paix, et qu'il avance sans violence. Donc ensemble, essayons de communiquer, de discuter, mais d'éviter toute forme de violence. En 3 semaines, la sécurité de Conakry s'est dégradée. Les différentes communautés s'affrontent, tandis que de nombreux pillages ont lieu. Depuis le début de la crise, 8 personnes ont été tuées. Les manifestations en Guinée, eh bien, la jeunesse qui réclame clairement, elle ne veut plus d'une dictature. La jeunesse qui dit clairement, nous avons marché jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Messieurs, lorsque la jeunesse s'exprime, la jeunesse, vous l'avez vu dans ces images, c'est assez impressionnant, vous l'avez vu, hein, ces manifestations qui de jour en jour s'amplifient. La jeunesse ne veut plus d'une dictature. Est-ce que cette jeunesse peut vivre ce qu'a vécu la Tunisie, ce qu'a vécu l'Égypte par exemple, ce qu'on appelle le printemps arabe, ces révolutions populaires? Alors est-ce qu'on peut parler de révolution populaire en Guinée? Est-ce que cette jeunesse peut faire plier ses politiques? Je ne promets rien, je ne peux pas pronostiquer là-dessus. Ce qui est certain, c'est que la Guinée aujourd'hui n'a pas besoin d'hommes providentiels. La France apparemment s'en est trouvé un, mais en Guinée, je doute fort que l'on puisse être dans un schéma comme celui-là. Pour une raison simple, c'est que la politique ne fonctionne que quand sur le plan social et économique c'est apaisé. Et en Guinée, on est loin du compte. Il a été exsangue, il a connu de très longues années de dictature. Il est rentré dans une crise qui n'a épargné personne, parce qu'après le non de Sékou Touré à la France, la Guinée a connu une période très difficile, très difficile, qui n'a pas duré 10 ans, elle a duré une vingtaine d'années, 26 ans. Absolument, 30 ans. Après, il y a eu le président Lansana Conté, le général Lansana Conté, qui l'a remplacé. Et après, il y a eu un autre général fantasque qui est venu. Mais le fait est qu'aujourd'hui, la Guinée a plus que jamais besoin de se remettre sur les rails économiques pour arriver à satisfaire les besoins de sa jeunesse. Et pour ça, ce n'est pas un homme providentiel qu'il faut, c'est un état d'esprit et beaucoup d'aide surtout à cette économie guinéenne qui est quasiment morte aujourd'hui. Messieurs, la meilleure Jean-Claude réponse qu'on peut apporter dans ce genre de circonstances de la part de l'Occident, ce n'est pas forcément d'injecter de l'argent, mais acheter les produits à leur juste prix. Ce serait déjà ça de gagner. En même temps, la jeunesse qui dit qu'elle ne veut plus d'un dictateur. Est-ce le cas? Est-ce que vous le partagez? Est-ce que c'est votre point de vue, Jean-Claude Chikaya et Rossana? Est-ce le cas? Moi, je crois qu'il y a une soif extraordinaire de beaucoup plus de démocratie. On a entendu donc l'opposition dans la manifestation, mais on voit bien que plusieurs choses sont combinées. Il y avait bien sûr les partis d'opposition, une jeunesse, même des gens qui étaient beaucoup moins jeunes. Mais on voit bien que la Guinée, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, comme l'a dit lui, on est obligé de regarder l'histoire et voir que tout ne sera pas facile, qu'il faut une stabilité. Mais je pense que c'est le projet gouvernemental qui n'a pas. C'est le projet gouvernemental actuel. C'est le projet gouvernemental actuel et sa façon d'opérer qui malheureusement génère aussi ce type de situation. C'est un problème de méthode. C'est un problème de méthode. Donc c'est aussi au pouvoir de changer sa méthode, de la rendre beaucoup plus démocratique, de rendre une grille de lecture qui soit suffisamment lisible donc aux jeunes et aux moins jeunes de Guinée. Ils attendent un nouveau souffle, une nouvelle façon de gérer la vie politique et surtout économique. Et Rossana? Je vais prendre mes collègues un peu à contre-pied.
Très bien. Et je vais leur dire quelque chose de paradoxal, c'est que je pense que la Guinée va beaucoup mieux qu'elle n'allait avant. Il y a 4 ans, ce type de manifestation n'aurait jamais eu lieu. Politiquement. Les mois de septembre sont très difficiles en Guinée. Ce type de manifestation n'aurait jamais eu lieu sans des dizaines de morts. Rappelez-vous ce qui s'est passé il y a 3-4 ans justement avec Dadis Camara, où des dizaines et dizaines de victimes avaient été fauchées par l'armée qui avait tiré à balles réelles, notamment sur des femmes. Et n'oublions pas, la question c'est est-ce que nous sommes là face à une sorte de répercussion des révoltes arabes, face à des dictateurs. On n'est pas face à Ben Ali, on n'est pas face à Moubarak, on est face à un régime, qui a été élu démocratiquement, qui est composé de Guinéens qui sont en partie de la diaspora, et ça pose la question fondamentale. La Guinée a été essorée. Mais alors, Eros, qui pour sauver la Guinée alors ? La question, c'est que... J'arrive. Quand on voit ces manifestations, quand on voit ces images-là, enfin, vous êtes un peu comme moi, on se pose la question. La Guinée a été essorée, ça a été évoqué ailleurs. Il ne faut jamais oublier que l'Afrique a été essorée par les plans d'ajustement structurel, auxquels il faut rajouter la corruption. Corruption qui a été renforcée par le fait que la Guinée, comme le Mali, cette zone aujourd'hui de l'Afrique, est aujourd'hui parcourue par la corruption qui est liée à des trafics de drogue incroyables. C'est près de 40 milliards de dollars d'échanges autour de la drogue dans cette zone-là. Et la Guinée, qui souffre d'une migration très forte, lorsqu'aujourd'hui une partie de l'opposition demande à ce que les Guinéens de l'étranger votent, parce que la structure, non pas interethnique... Ce que soulève c'est pas la structure interethnique. Je peux répondre, ce n'est pas une question ethnique. C'est qu'au contraire, c'est que nous avons là des sociétés qui ont vécu une partie de leur force vive partie à l'étranger, et dont l'équilibre politique et social se joue en Guinée-Conakry, mais aussi à Paris, ou au Sénégal, où il y a énormément de Guinéens qui sont immigrés, ou ailleurs. Donc voilà où les choses se passent. Conakry paralysé désormais ? Non, pas paralysé. Ce qu'il faut se dire, parce qu'il y a 2 revendications que je trouve très contradictoires dans la démarche qui est présentée dans ce reportage. La première, c'est que l'opposition veut que les élections législatives se tiennent très vite. Dans le même temps, elle nous explique que les Sud-Africains qui ont été proposés pour faire le fichier électoral ne sont pas qualifiés pour cela. Mieux, ils demandent qu'on fasse voter les Guinéens de l'étranger. Ça demande un recensement. Si vous voulez organiser rapidement des élections, vous ne vous compliquez pas la vie en demandant qu'on rajoute autant d'éléments en même temps. Donc, on est dans un système où les gens ont l'impression que le remède, c'est les élections. Les élections n'arrangent rien. On change peut-être de tête dirigeante. Alors c'est quoi ? On se dirige vers une médiation. Messieurs, s'il vous plaît, il nous reste quelques secondes. Une médiation internationale qui se joue. À quoi ça servira ? À quoi ça sert ? J'adore Louis. À quoi ça sert tout de suite ? Vers quoi ? Vers un report des élections, par exemple, messieurs ? Il faut que les Guinéens parlent aux Guinéens et qu'on reporte les élections, bien sûr. Ou alors une médiation internationale, messieurs. Non, si crise il y a, c'est une crise guinéo-guinéenne, et c'est aux Guinéens, justement, de vivre cette crise politique et économique et d'en trouver les solutions et surtout de participer au projet. Allez, 4e sujet, messieurs, avant de retrouver la Journée internationale de la femme et d'en parler ici dans Ça fait débat, je veux faire référence à ce dernier sujet qui a marqué la semaine, les bijoux Mango. Vous en avez entendu parler, messieurs ? Oui. Les bijoux Mango. Ouais. Eh bien, il y a un bijou qui s'intitule aujourd'hui le style esclave. J'imagine que ça vous a interpellé, vous l'avez commenté, cette actualité. On a peut-être des images là que vous allez découvrir tout de suite là, à l'écran. Pardon, un commentaire tout d'abord. Est-ce que ça a lieu que ça fasse débat ? J'ai vu sur la toile par exemple, notamment Rokhaya Diallo, qui a saisi ce bijou Mango qui s'intitule Style esclave, et il y a une pétition que tu as signée, que vous avez signée. C'est un véritable scandale. Est-ce que c'est un scandale ? Est-ce que ça a lieu que ça fasse débat ? Ma question est très simple. Pour ces 6 bijoux, style esclave, sans langue de bois, messieurs, vraiment. Il faut voir les bijoux. Ils rappellent tout de suite la traite. Donc ça touche tout de suite au crime contre l'humanité, qui, pas seulement en France, mais un petit peu partout dans le monde, est donc par le droit condamné. Donc c'est comme un crime, reconnu comme un crime. Donc on ne fait pas C'est une maladresse alors de Mango ? C'est pas qu'une maladresse. C'est plus qu'une maladresse. Pour moi, je pense que ça constitue un délit. On ne joue pas avec tout. On ne joue pas avec tout, et notamment pour la présentation de c'est comme bijoux. L'humour, est-ce qu'on peut tout dire ? Est-ce qu'on peut rire de tout ? Demander à Dieudonné, bien sûr, mais... Aujourd'hui, on est dans un cas de figure. On est quand même dans un cas de figure qui est invraisemblable. Dieudonné, ce qu'il a fait sur un plateau, on a estimé que c'était insupportable. Aujourd'hui, pour se produire sur une scène, il doit montrer mieux que patte blanche.
Là, on est devant un crime contre l'humanité reconnu comme tel. Ce n'est pas de l'antisémitisme, malheureusement, mais bon, c'est quand même un problème d'esclavage. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir 2 poids 2 mesures Mango vous êtes acteur politique, justement. Sur le sujet. Mango nous explique que c'est un problème de traduction, qu'il fallait entendre par là. Tous ceux qui ont fait l'espagnol, ils savent que ce n'est pas un problème de traduction. Ils nous disent que normalement, il fallait entendre par là que c'était un bijou enroulé. Alors faux ou pas? Faux, il suffit de faire de l'espagnol. Et notamment, littéralement, c'est pas la traduction. Et notamment l'histoire de l'Espagne liée à la traite. Où vous retrouvez le mot de l'esclave noir en espagnol, c'est le même mot. Donc voilà, il suffit d'ouvrir un livre d'histoire. Donc ça vous révolte, j'ai bien compris. Est-ce que ça vous révolte également, Eros? Ça me révolte profondément. Premièrement parce que dans toutes les grandes entreprises, vous avez des départements qui font attention aux différentes langues où l'entreprise multinationale est implantée. Vous pouvez avoir, je vous prends un exemple, Siri en japonais, ça veut dire zizi. Siri étant le logiciel de l'iPhone que vous avez. Et donc, ils ont pensé à ça. Et ils ont fait une campagne auprès des Japonais pour expliquer que, avant de diffuser Siri au Japon, ils ont expliqué pourquoi ils le font. Quand Mango le fait, Mango sait pourquoi ils le font. La différence, c'est à qui ils le font. Ils le font donc aux communautés noires d'Europe. Et Mango pensait que les conséquences seraient banales. Or, heureusement pour nous, aujourd'hui, parmi les acteurs de la société civile, des acteurs qui sont liés aux droits de l'homme, noirs, et vous, politiques, noirs notamment, et politiques, disent qu'on ne peut pas comme ça injurier des centaines de millions de personnes qui ont été mises en esclavage sur plusieurs siècles. Vous allez le saisir. Vous êtes un acteur politique. Vous deux d'ailleurs. Vous allez en parler à l'Élysée. Vous allez aller vous avez signé la pétition, par exemple. Vous avez signé la pétition. Je ne suis pas parlementaire, mais je pose la question aux téléspectateurs. Influents. Comment réagiraient tous les Français, notamment la classe politique, s'il y avait un bijou style collabo? Je dis juste collabo. On ferait une tunique style collabo. Vous allez provoquer un autre débat. Aucune formation politique n'accepterait qu'on le dise. Mais on peut dire en France bijou style esclave sans que ça ne gêne personne d'autre que les communautés noires. Et heureusement que nous nous saisissons, que des gens proposent des pétitions, des réactions, et que j'espère que Mango non seulement retirera ce produit, présentera des excuses. Qu'est-ce que vous attendez de Mango? Là, clairement, si on regarde ce soir, qu'est-ce que vous attendez clairement de Mango? Et notamment cette pétition qui arrive à combien aujourd'hui? 4700 signatures? Il me semble. Il y a une manifestation sur Paris devant Mango. Qui se tient mardi prochain. Voilà, devant Mango des Halles, je crois, ce mardi. Sur le plan politique, à 14h. Une manifestation se tient donc mardi prochain. Sur le plan politique, je suis stupéfait des silences des politiques qui, à chaque fois, veulent se gargariser comme étant pour les droits de l'homme, contre le racisme, l'antisémitisme et autres. Et là, silence radio. Donc ça, c'est aussi un scandale parce que c'est les représentants de tous les citoyens et quelle que soit la couleur des citoyens français, espagnols ou les gens vont acheter Mango ou Qu'est-ce que vous attendez des politiques qui déjà sont au pouvoir? que le droit se fasse entendre avec l'aide des politiques. Celles et ceux qui vous regardent ce soir, qui sont des personnalités politiques. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Mais qui se saisissent du scandale juridique aussi et politique de tels agissements. Vous condamnez le silence. Je vous donne la parole, Louis. Vous condamnez ce silence? Bien sûr, avec force. Avec force. Vous aussi également Évidemment que je suis dans le silence. Parce qu'il y a deux choses. Il y a la traduction. On peut leur concéder à la rigueur qu'il y a problème de traduction. Mais quand vous regardez le design, est-ce que ça ne rappelle pas les colliers des esclaves? C'est-à-dire à la première seconde. Donc, quand on est devant des faits aussi évidents, le minimum, c'est quand même de dire le droit. Et le droit aujourd'hui, c'est que Mango soit condamné. C'est le minimum. Ils auront beau présenter des esclaves. Vous attendez l'intervention des politiques. Moi, je voudrais aussi que Mango soit condamné. Eros, avant de passer au sujet revenir sur la question économique. Il faut que ça fasse mal. Et j'espère que justement les gens qui vont se mobiliser pourront dire qu'il faut boycotter ce type de chaîne lorsque elle dépasse cette ligne jaune qui est celui d'abord du respect, de la mémoire, et qui peut être celui du droit, justement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important, que les gens aujourd'hui se disent « je n'ai pas apporté du Mango » lorsque on insulte la mémoire de l'esclavage. À suivre, chers téléspectateurs, affaire à suivre. En tout cas, merci d'avoir commenté évidemment la question sur ce sujet-là, qui a été beaucoup commentée sur la toile et sur les réseaux sociaux. Tout de suite, ce dernier sujet, la Journée internationale de la femme. Messieurs, les droits de la femme, on en parle. La place de la femme africaine et notamment de la place de la femme dans le monde tout court ou dans l'Afrique précisément, moi j'y tiens absolument. Alors, faisons un état des lieux, juste un petit tour de table s'il vous plaît, avant de recevoir notre invité tout à l'heure qui s'appelle Mohamed Ali Adraoui, qui est un chercheur et politologue. La Journée internationale de la femme, d'abord, est-ce que ça vous parle? Bien sûr.
Moi, ça me parle, ouais. Vous êtes concerné par la Journée internationale de la femme? Oui, parce que c'est une journée que les Nations Unies ont décidée, donc on est tous concernés, on est tous citoyens de cette planète et on en subit également les règles. Mais ce que je veux dire, c'est que... Alors, est-ce que vous considérez aujourd'hui que la position de la femme, et notamment, est-ce que la femme africaine occupe une place aujourd'hui dans le monde économique et dans le monde politique, messieurs? Répondez de façon très claire. Je ne sais pas si on peut parler de l'Afrique comme un titre générique, parce que dans des pays, dans le monde, en tout cas, si on s'arrête sur l'Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique dite noire, on veut bien qu'il y ait, en France, si vous des différences. Mais on est partout loin de l'égalité. Donc, comme moi, je me dis, ça me parle. Je sais très bien qu'il y a une controverse sur cette journée. Pourquoi une seule journée? Parce que je pense que c'est une journée qui rappelle notamment aux hommes tout ce qu'il y a à faire sur tout ce qui a été intégré en termes de représentation, en termes de traitement et autres, qui part de l'éducation et autres, tout ce que ça pu, tout ce qui peut rentrer dans la vie des familles et d'un garçon en formation et même des filles qui parfois intériorisent une place qui serait la place de la femme, avec tous les débats que cela génère. Et il y a beaucoup, notamment, de féministes, notamment européens, qui veulent souvent faire la leçon de qu'est-ce que doit être le féminisme, en oubliant les féminismes qui viennent d'Afrique, qui soient sur le plan religieux, islamique ou autre catholique, qui n'ont jamais pignon sur rue ou médiatique. Donc il serait peut-être intéressant d'avoir... D'avancer, messieurs, parce qu'on est légèrement en retard, on se met en retard. Eros Sana, enfin, et on va recevoir notre invité. Cette journée, elle est essentielle, c'est la journée du droit des femmes, mais pas que pour les femmes, parce que les droits que les femmes arrivent à prendre, ce n'est pas des droits qu'on leur donne, c'est des droits qui bénéficient à tout le monde. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est tout le monde. L'universalisme se joue à travers le fait que les femmes aient plus de droits. Et le paradoxe, on peut revenir au Mali par exemple, c'est qu'aujourd'hui au Mali, les deux camps, ceux qu'on peut appeler djihadistes ou ceux qui disent combattre les djihadistes, le font au nom des femmes, le font en visant les femmes. Ceux qui, d'un côté, veulent les voiler intégralement, veulent les ramener à la maison, et ceux qui, au prétexte de vouloir les libérer, ici, vont bombarder ces djihadistes, mais, pour parler par exemple du Qatar, de l'Arabie Saoudite, font des affaires avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui eux aussi voilent leurs femmes et violent leurs droits. Le paradoxe occidental, et notamment français, c'est que c'est une sorte de dichotomie dans l'application de ce qu'on appelle l'universalisme. On n'accepte pas au Mali que des djihadistes puissent voiler les femmes, tant mieux, mais pourquoi dans ce cas on va coopérer avec l'Arabie Saoudite? Pourquoi dans ce cas on va vendre des Rafales au Qatar? Justement, on en parle avec Mohamed Ali Hadraoui, qu'on reçoit tout de suite dans cette deuxième partie de cette émission. Mohamed Ali Hadraoui, qui est chercheur, politologue, sociologue. Merci à Louis Kemayou, Louis, journaliste et directeur, le patron de l'information ici à Télé Sud. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Fidèle au poste. Merci à Jean-Claude Chikaya, porte-parole de Devoir de Mémoire, ancien maire adjoint de la ville de Bagneux dans le 92. Et enfin, merci à Eros Sana. Merci à très bientôt ici, très bientôt. sur ce plateau de Ça fait débat. Messieurs, je vous propose tout de suite de recevoir notre invité. Il s'agit de Mohamed Ali Hadraoui. Vous connaissez? Il écrit un ouvrage. Mais je vais lire avec beaucoup d'intérêt. L'ouvrage, il s'intitule Du Golfe aux banlieues. Merci, messieurs. Merci. À très bientôt. Tout de suite, Mohamed Ali Hadraoui pour cette seconde partie d'émission. Dernière ligne droite dans Ça fait débat sur Télé Sud, comme chaque vendredi à 23h. Et bien, il s'agit de Mohamed Ali Hadraoui. Vous êtes politologue, vous êtes sociologue, vous êtes spécialiste de la question de l'islam, spécialiste de l'islam et du monde musulman. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Son ouvrage, eh bien, il s'intitule Du Golfe aux banlieues, le salafisme mondialisé. C'est aux éditions PUF. Voilà, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Mohamed Ali Hadraoui. Alors, cette première question, je vais vous faire réagir à l'actualité en France. Je fais référence à l'affaire Mera. L'affaire Mera. Mohamed Ali Hadraoui, quelle analyse portez-vous précisément sur l'affaire Mera ? Eh bien, il y a un an ou presque un an, nous avons connu un drame national et qui a même dépassé les frontières de notre pays, dans la mesure où une personne a pris pour cible un certain nombre d'êtres humains qui étaient soldats, qui étaient des enfants ou parents. Et ce drame a été le fait d'une personne qui était à la fois en rupture de ban par rapport à la société dans laquelle il vit. Cette personne se réclamait également de la religion musulmane et il voulait venger, il voulait défendre sa religion en prenant pour cible un certain nombre de personnes. C'est quoi Mohamed Ali Hadraoui? C'est un caïd, c'est un islamiste, c'est un djihadiste, c'est un terroriste? Qu'est-ce qu'il faut dire? Vous êtes chercheur, c'est votre domaine, vous êtes politologue. Qu'est-ce qu'il faudrait dire précisément? Écoutez, si je Mohamed Mera, il est quoi précisément? C'était Mohamed Mera.
C'est-à-dire dans le sens où cette personne-là, si vous voulez, eh bien, elle peut être comparée à Anders Breivik, qui en Norvège a déclenché une violence incroyable par rapport à un certain nombre de personnes pour défendre, là encore, une identité nationale norvégienne, européenne ou occidentale qui était censée être attaquée. Vous pouvez comparer Mohamed Merah à certains combattants. Mais quand même, Mohamed Ali Hadraoui, c'est Mohamed Merah qui est un djihadiste. Alors, il le revendique lui-même d'ailleurs. Oui, il dit... bien sûr, mais il y a djihadistes et djihadistes. Quand on parle du Mali aujourd'hui, ce n'est pas Mohamed Merah dans une banlieue d'une grande ville française. Donc vous avez différents profils. Peut-être faut-il d'ailleurs définir ce que c'est que le djihadisme pour certaines personnes. Le terme djihad déjà fait l'objet de débats religieux et intellectuels, mais surtout des personnes qui sont dans des courants dits djihadistes ont la volonté de défendre leur religion en menant un combat armé, un combat violent contre des personnes censées être leurs ennemis. Dans le cas de Mohamed Merah, ça prend la forme de personnes qui sont censées défendre l'État d'Israël, être les avatars des colons de Cisjordanie, ou des personnes qui sont censées en vouloir à l'islam. D'ailleurs, qui sont-ils ces Mohamed Merah? Est-ce que des Mohamed Merah en France, en Europe, est-ce qu'il y a un chiffre précisément Il est très difficile de donner une estimation chiffrée précise, mais on sait qu'il y a un certain nombre de profils. Par exemple, si vous parlez à des gens qui travaillent dans les services de sécurité en France, ils vous diront qu'il y a entre 100 à 300 personnes que l'on surveille, ce qui veut dire que ces personnes-là pourraient potentiellement passer à l'acte. Ensuite, des personnes parce que l'une des spécificités de Mohamed Merah, c'est qu'il a mené en partie, je dis bien en partie, son action sur un mode seul. Donc, il a pris son mode d'action, le fait de prendre une arme à feu et de cibler des personnes. Personne ne pouvait le prévoir à proprement dit. Mais l'endoctrinement, la partie idéologique... Ils appartiennent d'ailleurs à un groupe? Non. C'est Mohamed Merah? Non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes, des acteurs, si vous voulez, qui, sur Internet, qui, dans un certain nombre de leur quotidien, voire de leur voyage à l'étranger, sont sensibilisés à certains discours et à certaines pratiques. Par exemple, radicales, par exemple, violentes. Comme il faut dire quoi, Mohamed Ali Hadraoui? Il faut dire islamiste ou terroriste? C'est important, pardonnez-moi, mais je veux revenir là-dessus parce que pour nos téléspectateurs et pour tous celles et ceux qui nous regardent, je pense que le poids des mots ont leur importance, j'imagine. Il faut dire quoi précisément? Alors, islamiste, c'est autre chose. Islamiste, alors vous pouvez être islamiste et terroriste, c'est vrai, mais islamiste, c'est un autre débat. L'islamisme, c'est un courant dont on pourra parler après, qui désigne des mouvements politiques et religieux qui veulent introduire plus d'islam dans la société. Par exemple, à travers le militantisme politique, en participant aux élections. Mohamed Merah est un terroriste, dans la mesure où il a déclenché des phénomènes de violence, il a ciblé un certain nombre de personnes à qui il en voulait physiquement, à qui il voulait enlever la vie, ôter la vie, et à partir de là, oui, vous pouvez dire que c'est un terroriste, un radical. Alors c'est quoi juste cette nouvelle stratégie des terroristes, de ces jeunes qui se radicalisent de plus en plus? Est-ce qu'ils ont des intérêts? Et on va en parler justement dans votre ouvrage. Ils ont des intérêts pas tant que cela, dans la mesure où leurs intérêts sont d'abord et avant tout idéologiques. Leur vision du monde, elle est d'abord et avant tout idéologique. Il s'agit de se solidariser, de s'identifier à des causes qu'ils veulent défendre. Donc Mohamed Merah, par exemple, c'est quelqu'un, pas seulement lui, mais des personnes qui sont passées à l'acte, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu dans d'autres pays européens, voire dans des pays musulmans, ce sont des personnes qui ont une mentalité, entre guillemets, de justicier, dans la mesure où, on l'a vu par exemple avec celui qui était le plus connu, c'est Ben Laden, qui disait de manière assez simple, écoutez, vous nous avez déclaré, dans son esprit, vous nous avez déclaré la guerre, nous, en tant que musulmans, on va combattre en tant que musulmans. Parlons de la situation au Mali, cette guerre au Mali lancée par la France. Alors, ma question va être très claire. L'Arabie Saoudite est accusée de financer les terroristes. Quels sont ses intérêts dans le nord du Mali? Alors, pas seulement l'Arabie Saoudite, le Qatar également. On en parlait tout à l'heure. Louis Kemayou faisait référence à l'Arabie Saoudite. C'est d'ailleurs une des raisons, si vous me permettez une petite digression, on dit qu'on combat les djihadistes au Mali. On combat les djihadistes parce qu'ils sont djihadistes. Non, c'est différent. Il y a une nuance à faire. On combat les djihadistes qui sont contre nos intérêts. Si vous regardez la Syrie aujourd'hui, il y a un courant djihadiste qu'on ne combat pas, parce qu'il est plutôt, de ce point de vue-là, en train de combattre ceux qu'on ne veut pas au pouvoir, à savoir Bachar el-Assad et ses amis. Donc pour revenir à l'Arabie Saoudite ou au Qatar, qui est accusé de financer clairement ces terroristes. Ces pays sont accusés. Pour l'instant, il y a assez peu de preuves, assez peu de choses tangibles. Ça fait partie parce qu'on sait aujourd'hui que le Qatar et l'Arabie Saoudite, par exemple, après les révolutions arabes ou dans le cadre des révolutions arabes, essaient de ne pas trop se faire dépasser, voire de coopter un certain nombre de mouvements. On l'a vu par exemple en Tunisie, on l'a vu en Égypte, dans d'autres pays, que ce soit des partis plutôt proches des frères musulmans ou des partis plutôt dits salafistes, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur ce terme, il y a le désir de influencer un certain nombre d'événements politiques, et ça peut prendre parfois la forme de financement de mouvements radicaux, comme on a pu le voir par exemple au Mali, mais là encore il faudrait le prouver. Mohamed Ali Hadraoui, est-ce que selon vous la France a-t-elle eu raison d'intervenir au Mali ?
Alors, il faut savoir une chose. Spécialiste de la question. Il faut savoir une chose. La France a pris une décision importante, mais elle n'était pas la seule. Si par exemple on revient 1 an ou 2 ans en arrière, par exemple le président tunisien Moncef Marzouki mettait en garde la communauté internationale contre l'émergence d'un Sahélistan, une base arrière située au Sahel, qui pourrait attaquer les États d'Afrique du Nord. Et quand on parle de l'Afrique du Nord, on parle de la frontière sud de l'Union européenne. Donc, surtout quand on parle d'un pays comme la France, qui est quand même historiquement et culturellement et politiquement lié à ces pays-là, eh bien la France a pris, c'était une des variables de la décision, a fait le choix. Elle a eu raison d'intervenir au Mali ? Écoutez, si l'on en croit les développements de l'affaire de l'opération Serval, il y a aujourd'hui un coup porté de manière très claire aux groupes djihadistes radicaux. Maintenant, une guerre, c'est très compliqué. Il n'y a jamais de guerre simple. C'est-à-dire que combattre des phalanges ou des escadrons dans le désert, quelques centaines de personnes, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est beaucoup plus facile que de construire la paix. Et ensuite, le Mali, ce que va devenir, il va y avoir l'Afghanistan, par exemple. On a fait mine de battre un certain nombre de combattants ou de groupes terroristes, mais ils sont toujours là. Parlons de la Tunisie, de l'Égypte, du Maroc peut-être, certainement. Quel regard portez-vous actuel, c'est ce regard actuel, quel est votre regard en ce moment je fais référence à la situation politique, par exemple en Égypte. Oui. Avec Morsi, la situation politique en ce moment même en Tunisie. Alors il y a au moins 2 choses. Est-ce que vous êtes inquiet par exemple ? Il faut être raisonnablement inquiet, dans la mesure où ce qui s'est passé dans ces pays est, au sens premier du terme, révolutionnaire. C'est-à-dire qu'ils ont enfin mis fin à un système autocratique, dictatorial qui avait prévalu pendant des décennies, de manière très claire. Donc à partir de là, par exemple aujourd'hui, si l'on en croit la liberté, on prend les indicateurs de la liberté d'expression, la liberté de la presse, c'est sans commune mesure, même si l'inquiétude est de mise, avec ce qui était le cas sous Ben Ali ou sous Moubarak. C'est la première chose. Maintenant, en termes de transition, parce qu'aujourd'hui, maintenant que les dictateurs ne sont plus là, il s'agit de construire des systèmes politiques à l'image de la population qui a porté ces révolutions, ces révoltes, plus de liberté, plus d'équité, plus de justice sociale, eh bien, il y a des questions légitimes et il y a un certain nombre d'interrogations à voir au sujet, par exemple, des mesures prises par les frères musulmans en Égypte. Je ne crois pas, du moins à court terme, à l'émergence d'une dictature religieuse. Par contre, ce qui est clair, par exemple en Égypte, voire dans une certaine mesure eh bien, en Tunisie, le Maroc c'est différent, puisque le palais a toujours le pouvoir au Maroc, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas être... voilà. Donc à partir de là, il y a aujourd'hui un certain nombre de décisions, par exemple les débats, dans le cadre des débats sur la Constitution, eh bien, sur, par exemple, la séparation des pouvoirs, par exemple... Politique et religion font-ils bon ménage ? Alors la question là, elle mériterait elle-même un débat de plusieurs heures. Je vois ce silence. Non, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que ce qui est demandé par la grande majorité de la population tunisienne ou égyptienne, c'est l'égalité. Et il y a parmi les courants religieux les courants politiques ou religieux qui ont pris le pouvoir, il y a des tensions. Alors il ne faut pas tous les mettre dans le même sac, mais il y a des tensions. Eh bien, vous avez par exemple des gens, par exemple parmi les frères musulmans égyptiens, qui ne peuvent pas accepter l'idée qu'un copte soit président de la République d'Égypte. Aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui par exemple. Donc ces mouvements ont beaucoup évolué, certes, mais il y a également aujourd'hui un certain nombre de constantes qu'il va falloir, à mon avis, sérieusement questionner s'ils veulent être fidèles à l'esprit qui a porté ces révolutions. Allez, parlons de votre ouvrage, Mohamed Ali Hadraoui, aux éditions PUF. Il s'intitule Du Golfe aux banlieues, le salafisme mondialisé. Parlons-en. C'est pas votre premier ouvrage d'ailleurs. Vous êtes sociologue, alors vous êtes intéressé particulièrement au salafisme. Pour quelle raison, Mohamed Ali Hadraoui ? Pourquoi le salafisme ? Alors, pour une raison qui est simple, c'est que ce courant, qui d'ailleurs recouvre plusieurs réalités en fait, j'espère que j'aurai l'occasion de l'expliquer, eh bien, est de plus en plus visible, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit dans le monde musulman. Dans le cadre de ce livre, de mes recherches, j'ai pu aller dans le Golfe, au Qatar, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, en Égypte, en Algérie, au Maroc et ailleurs. Et donc, il est intéressant de voir à quel point une offre religieuse, comment elle s'est mondialisée, ce qu'elle veut dire, comment elle est perçue par les personnes qui choisissent de s'identifier à cet islam, cette forme de pratique religieuse. Et j'ai pu rencontrer donc des dizaines, voire des centaines de personnes qui m'ont répondu, qui m'ont expliqué ce à quoi ils voulaient faire J'ai vu effectivement, vous avez consacré à votre ouvrage beaucoup d'interviews. Énormément. Énormément. Dites-moi, est-ce que je peux vous dire comment on tombe finalement dans le salafisme ? C'est quoi ? C'est les gens, les individus, les personnes qui sont en marge de la société ? C'est quoi on aimerait comprendre ? On ne sait pas trop c'est un peu plus complexe. Ce que c'est. Alors déjà, vous avez des courants qui sont révolutionnaires, qui veulent faire, mais qui sont minoritaires au sein du salafisme, qui veulent faire la révolution mondiale au nom de l'islam, si possible, par exemple, ou si nécessaire, par la violence politique. On le voit, par exemple, au Mali ou dans d'autres pays. Vous avez des courants plus politisés qui se constituent en partis politiques et qui vont participer aux élections. Et vous avez des courants qui sont majoritaires, qui sont quiétistes, qui disent ne pas vouloir faire de politique, ne pas vouloir être militants. Et ces courants-là, par exemple, sont représentés ou attirent des personnes qui sont
d'abord intéressés par le message religieux, qui disent ne pas vouloir faire de politique, du moins pas dans l'immédiat. Ce sont des personnes qui veulent épurer, d'une certaine manière se couper du monde, puisqu'ils veulent fréquenter des gens qui vont les aider dans leur parcours religieux, donc ils veulent autant que faire se peut s'éloigner de ce qu'ils voient comme des endroits de perdition. Par exemple, il y a certains restaurants où sert de l'alcool, des boîtes de nuit, etc., etc. Et donc ces personnes-là sont dans une logique de puritanisme. Ce sont des fondamentalistes, puisqu'ils veulent revenir aux fondements de l'islam, de ce qu'ils pensent être les fondements de l'islam. Ce sont des puritains, ils veulent purifier leur vie. Et par exemple, on l'a vu ces dernières années en France, si on va prendre un exemple parmi d'autres, eh bien le port du voile intégral ou du niqab porté par certaines femmes correspond à ce désir de vouloir vivre un mode de vie qui se veut, qui est présenté comme authentique. Est-ce que ce mode de vie, finalement, il est en phase avec la société actuelle, la société française, la société en Europe? Sur un plan psychologique, non, bien évidemment, puisque eux-mêmes revendiquent leur rupture. Eux-mêmes ne se reconnaissent pas dans l'époque contemporaine, dans la modernité telle qu'on la voit, par exemple, en France. Mais il y a d'autres éléments, c'est-à-dire il y a, par exemple, une appétence chez les salafis pour le capitalisme, pour les carrières de commerçants, pour la mondialisation marchande, c'est-à-dire que ce sont des gens, par exemple, j'ai pu les voir entre le Golfe et l'Europe en train de défendre leurs affaires, de faire des affaires qui sont parfois fructueuses. Donc il y a plusieurs visages, si vous voulez. Donc à partir de là, c'est une religiosité qui est en partie, sur certains points, moderne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé durant cette enquête, durant ces interviews ? La diversité des acteurs et aussi à quel point le salafisme peut être vu de l'extérieur comme une religiosité paradoxale. C'est-à-dire, par exemple, vivre à la fois dans le passé, dans le présent et dans le futur par rapport à différents sujets. Eh bien, je crois Allez, dernière question en quelques secondes. Qu'est-ce que vous en tirez de toutes ces rencontres dans le cadre de votre ouvrage ? Toujours faire du terrain, toujours aller au cœur du réel. Vous êtes inquiet pour l'avenir ? Je me pose des questions. Allez, juste la dernière question, j'y tiens absolument. Le salafisme, c'est quoi alors? Un courant fondamentalisme radical? Parce que, quand même, vous le dites, mais... Oui, non, ce sont, de manière très claire, d'ailleurs, les adeptes se voient comme des puritains, des orthodoxes, des gens qui sont sur le chemin des salaf salih, les pieux ancêtres, les sages anciens de l'islam, et leur but affiché est de reproduire le modèle de pratique de société qui était en vigueur à cette époque. Mohamed Ali Hadraoui, juste une dernière question, puisqu'on est dans le cadre de la Journée internationale de la femme. La place de la femme dans le monde musulman? Elle est certainement l'une des questions les plus importantes aujourd'hui, notamment à la faveur de ce qui se passe dans le monde arabe. Il y a des avancées. Il y a aujourd'hui, les femmes sont des actrices de premier plan de ce qui se passe, des bouleversements qui se passent dans le monde arabe. Mais il y a également beaucoup à faire en termes de représentativité, de justice socio-économique, de mentalité. Une femme au sommet du pouvoir, est-ce que c'est possible? C'est déjà arrivé au Pakistan, c'est déjà arrivé. Bon, de ce point de vue-là, d'ailleurs, ça ne touche pas, ce sont des questions qui ne touchent pas uniquement les pays musulmans. Mais il y a un certain nombre de questions et les femmes sont au premier plan des bouleversements qui s'y jouent. Allez, Mohamed Ali Hadraoui, c'est notre chercheur avec son ouvrage Du Golfe aux banlieues, le salafisme mondialisé aux éditions PUF. Mohamed Ali Hadraoui, vous allez subir 5 questions, 10 secondes, pas de joker, c'est maintenant. Que représente pour vous l'Afrique? En un mot. Un continent d'avenir. L'Afrique, quelle priorité selon vous? Un mot. L'éducation. France-Afrique, ça évoque quoi pour vous? Des relations à revoir en partie. Grande partie. Afrique et démocratie, vous répondez quoi? La solution. Enfin, dernier mot, pour celles et ceux qui vous regardent aujourd'hui, ce soir, qu'est-ce que vous avez à leur dire? J'espère ne pas les avoir trop dérangés avec ce livre. Trop dérangés avec ce livre. Je vous invite justement à aller vous procurer le livre, ce dernier ouvrage de Mohamed Ali Hadraoui, qui est politologue, chercheur, spécialiste du monde musulman. Ça s'intitule Du Golfe aux banlieues, aux éditions PUF, le salafisme mondialisé. Allez vous le procurer au plus vite. Voilà, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, vous pouvez le commenter, vous le savez, comme chaque semaine, comme chaque vendredi, sur la page Facebook Ça fait débat, sur Twitter CF Débat. Vous pouvez commenter l'actualité et même réagir durant cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine avec autant de passion. Ciao, ciao, à bientôt.